Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cet entretien. L'eau, un produit d'intérêt général, un bien commun qui manque encore à bon nombre de nos concitoyens. À son avènement en 2016, le gouvernement de la rupture en a fait une priorité. Après 6 ans de gouvernance, l'eau est-elle le bien le mieux partagé ici au Bénin? Donner de l'eau potable aux populations d'ici 2024 est-il encore possible? Nous allons scruter de fond en comble cette question vitale, sans pourtant omettre l'autre point important de ce département ministériel, bien sûr, les ressources minières, des richesses pour la plupart dormantes pour notre pays, le Bénin. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, cet entretien, je l'anime avec mon collègue de GovTV, Sani Alassane Bio. Bonsoir. Bonsoir, William Apollinaire Tchoki. Merci d'être là aussi. Alors, Monsieur le ministre, nos populations n'ont pas de l'eau potable. Nos populations manquent encore de l'eau à boire. Pourquoi cela, Monsieur le ministre? L'objectif du gouvernement, c'est de donner de l'eau à tous nos compatriotes. Donc, tant qu'il reste un pan de la population qui n'a pas encore ce liquide précieux, pour nous, donc, rien n'est fait. Même si les efforts ont été faits depuis 2016 à nos jours, il faut reconnaître que le creux était vraiment profond, très profond. Et on s'y a jeté, mais aujourd'hui, on a quand même fait des efforts louables, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, même si aujourd'hui à Cotonou, le manque d'eau est un peu criard. Ça peut s'expliquer parce que la volonté du gouvernement d'impacter toutes les populations nous a amené donc à concevoir des projets gigantesques. C'est ça le cas de Cotonou, pour lequel aujourd'hui l'appel d'offres est déjà lancé avec l'appui de la Banque européenne d'investissement et de l'AFD pour permettre donc à ce que nous réglions de façon définitive la question de Cotonou. Mais le gouvernement n'est pas resté seulement sur ce projet. Les quartiers les plus difficiles, c'est les périphéries de Cotonou, à savoir donc Figuirossé et Godomain, que nous mettons un peu dans la périphérie de Cotonou, et PK10. Pour Figuirossé et Godomain, on a essayé de régler avec un projet que nous avons appelé mesures d'urgence. Et là, aujourd'hui, ça s'est amélioré, même si ce n'est pas encore ce que nous voulons. Et à Kwakwa, nous sommes également dans une autre mesure d'urgence pour pouvoir donc atténuer les souffrances des populations en attendant que le véritable projet, qui est d'environ 47 milliards, rien que pour la ville de Cotonou, ne démarre dans quelques temps pour soulager définitivement d'ici 2 ans les souffrances en matière d'eau potable dans la ville de Cotonou. C'est presque le cas partout sur le territoire national, mais il y a des projets qui sont déjà terminés, que vous avez couverts avec nous, que ce soit à Djougou, à Parakou, et dans les collines, à Yara. Et aujourd'hui, c'est terminé en milieu urbain et d'autres localités également en milieu rural sont terminées. On va arriver dans ces détails-là pour permettre donc de pouvoir faire le point du trajet parcouru aujourd'hui par le gouvernement, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Alors, si vous permettez, on ira à la régie parce que là, vous avez parlé de Akwakwa, c'est au cœur de la ville de Cotonou où les populations n'ont pas de l'eau. Elles se plaignent chaque jour, si vous voulez. Suivez cet élément pour plus de précision. Des fois, on trouve de l'eau, des fois, on trouve, surtout les matins, si on va aller bouillir, il n'y a pas de l'eau. Mais ici, je me débrouille avec ça, mais il n'y a pas de l'eau quand on bouille ici. Oui, si tu n'as pas ici, l'eau, là, on ne trouve pas de l'eau comme ça, je veux que ça s'améliore, c'est tout ce qu'on veut. Nous aimerions que les autorités puissent réellement nous aider pour que nous, en tant que citoyens, nous ayons de l'eau propre. Voilà, Monsieur le ministre, vous venez de suivre cet élément témoin en plein cœur de Cotonou, la métropole du Bénin, alors qu'il a indiqué que le taux de desserte nationale à l'eau potable en milieu urbain de 80% en 2021, 70 en 2021. En fait, ce n'est qu'un pan de la ville de Cotonou qui n'a pas d'eau potable. Et puis, je le disais tantôt, que Cotonou, c'est la ville métropole, c'est la ville phare de notre pays. Donc, nous avons conçu un projet important et avec l'accompagnement des partenaires que j'ai cités tantôt, nous allons régler définitivement la question de Cotonou. Le gouvernement n'a pas attendu donc que le projet démarre pour régler au moins les souffrances des populations. Pour celles qui sont à Akwakwa, je pense bien que d'ici le mois d'août, normalement, la situation devrait pouvoir s'améliorer. Parce que depuis le mois de mars, on a lancé donc cette mesure d'urgence pour pouvoir atténuer un tant soit peu en attendant donc la mise en œuvre du projet que nous appelons Cotonou 3, avant que ce projet ne démarre. Aujourd'hui, les études en fait sont terminées pour pouvoir donc apporter ce surplus qui manque. Le problème de Cotonou en fait c'est quoi? Le besoin de Cotonou aujourd'hui c'est environ 124 000 mètres cubes d'eau par jour. Malheureusement, la production, j'ai dit la production, est de 84. Le gap est de 40 000 mètres cubes. C'est ça, c'est le gap. Donc, dans le cadre du projet Cotonou 3, avec les partenaires que j'ai cités tantôt, nous avons déjà fini de réaliser les forages pour combler le gap. Donc, on est allé au-delà de 40 000 qui manquent.
Et ce qui reste, ce sont les autres phases de mise en œuvre du projet, donc les travaux de canalisation qui vont démarrer bientôt et de renforcement des 2 stations de traitement. Et l'une à Togdo, au niveau de Carrefour-Ita, et l'autre à Kosombo, que vous connaissez. Donc, les 2 seront renforcés pour permettre donc d'envoyer de l'eau directement à Akpakpa, au niveau du château d'eau qui est à Akpakpa. Et l'autre chose, c'est de connecter également de Porto-Nouveau, d'amener de l'eau à Akpakpa. Parce que Akpakpa se trouve en bout de réseau. Quitter à Kosombo pour arriver à Akpakpa, c'est environ 10 km. C'est très loin. Et dites-vous, avec les travaux en cours dans la ville de Cotonou, les travaux d'assainissement, d'asphaltage et autres, nous avons subi trop de casse. Ce que les dames là disaient tantôt, c'est dû au casse souvent. L'eau qui quitte la station de traitement d'Akosombo ne peut jamais être de l'eau impropre. C'est de l'eau potable toujours. Mais dans le transport, nous subissons de ces difficultés. Soit c'est une casse qui n'a pas été détectée. Jusqu'à là, parfois, il y a des casses qu'on n'a pas détectées. Donc, ça peut amener à ce que la dame a constaté. Parce que c'est tard dans la nuit, au moment où ceux qui sont au cœur de la ville, ça veut dire la zone juste avant la lagune, la zone ouest de la lagune, quand eux, ils baissent en consommation, c'est en ce moment que l'eau peut aller à Akpakpa. Donc, c'est entre 2h et 5h du matin. À 5h du matin, tout le monde vient se mettre debout pour se préparer pour aller au boulot le lendemain. Donc, forcément, Akpakpa manque d'eau. C'est ce qu'on vivait à Figuirosset. Donc, ça a été atténué un peu. Au moins, à Figuirosset, vous pouvez avoir de l'eau, même si ça ne monte pas à l'étage pour l'instant. C'est ce que nous voulons régler également à Akpakpa, avoir en permanence de l'eau à Akpakpa, en attendant que le projet ne démarre. Lorsque le projet va démarrer, tout au moins, jusqu'au 3e étage, les gens vont avoir de l'eau. Parce que nos châteaux d'eau ont au moins cette hauteur d'aller jusqu'au 3e étage pour pouvoir couvrir donc entièrement Cotonou. Nous voulons amener de l'eau de Porto-Nouveau, c'est-à-dire renforcer le système d'alimentation de Porto-Nouveau, traverser la commune de Sémékodi et venir renforcer, ça veut dire faire corps avec PK10, pour permettre donc que les 2 zones puissent ravitailler PK10 pour éviter donc la situation que la zone de PK10 traverse aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce qui concerne Cotonou. Nous sommes à pied d'œuvre, nous n'attendons pas que le gros démarre, mais nous trouvons trouver des solutions palliatives en attendant que la satisfaction ne soit totale. Alors l'autre ville où il y a assez de population, c'est bien sûr la ville de Calavi. Là aussi, il y a certaines plaintes. Est-ce qu'avec les travaux menés à ce niveau, ça pourra permettre de couvrir tous les besoins? Parce que chaque jour que Dieu fait, c'est aujourd'hui une ville dortoir. Bien sûr. Calavi a été scindé en 3 phases. La première phase est terminée, la deuxième également terminée, la 3e va démarrer bientôt. Nous avons fait un appel d'offres malheureusement qui est revenu infructueux parce qu'il y a des critères qui ont éliminé presque tous les soumissionnaires. Nous allons reprendre rapidement, peut-être trouver les voies les plus courtes pour pouvoir rapidement lancer, ce qui va permettre aux populations de Ouedo et toutes les zones non impactées jusqu'ici d'avoir de l'eau. Parce que nous avons la ressource, c'est ça qui est important. Ce que nous produisons aujourd'hui à Zinvier, nous devons pouvoir couvrir entièrement Calavi sans aucun souci. Donc tout ce qui nous reste, c'est l'extension et la construction des ouvrages de stockage des châteaux d'eau et les bâches au sol. La production n'a aucun problème. À partir de Zinvier, on n'a aucun souci pour couvrir donc entièrement Calavi urbain. À Calavi urbain, vous dites? Calavi urbain, parce que Calavi est scindé en urbain et en rural. Le rural, par exemple, c'est Glodibé qui est impacté par l'agence de l'eau en milieu rural, donc vous connaissez. Et puis les autres villages qui ne sont pas donc très collés à Calavi seront donc alimentés par l'agence de l'eau pour couvrir entièrement la ville de Calavi. C'est le même mécanisme partout où nous avons les centres urbains et les parties rurales donc des communes. Oui, monsieur le ministre, dans pratiquement toutes les villes du Bénin, la situation est presque identique. Vous avez annoncé dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 que l'objectif c'est de réaliser la disponibilité d'eau potable pour tous d'ici 2024. Précisément, est-ce qu'avec l'état actuel, même si des réformes sont engagées, des chantiers, ainsi de suite, vous pensez pouvoir réaliser cet objectif-là à 2024, quand on sait que depuis 2016 déjà, vous avez commencé? Oui, il faut reconnaître que les débuts sont toujours difficiles. 2016 a été d'abord l'année d'évaluation. On a évalué en 2017, les premiers projets ont vu le jour. Et dites-vous que ce qu'on pensait, les chiffres qu'on avait, il avait dit ici, et en 2020, si je ne me trompe pas, en 2020, on l'avait déjà annoncé ici. Nous étions partis sur des chiffres qui n'étaient pas exacts. On a dû corriger ça pour nous rendre compte que le chemin à parcourir était plus long que ce qui était prévu. Donc là, nous sommes en train de faire notre chemin tout doucement et être sûr qu'une fois terminé, que tout le monde va être impacté. Parce que c'est l'objectif. Certes, on était parti pour 2021, mais malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose, avec ce que vous connaissez, les situations
à la fois intérieur et extérieur, le Covid et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, le Covid, c'est pratiquement 2 ans de fermeture des industries qui produisent les pompes, par exemple. Lorsque vous prenez le projet d'alimentation en eau potable des 3 villes des collines, on a été bloqué pendant 2 ans. Les commandes sont parties, mais 2 ans durant n'ont pas pu être livrées. C'est maintenant que le chantier reprend, tout doucement, parce que le premier barrage est terminé, le second sera terminé également d'ici décembre. Les ouvrages sont presque terminés, les grosses canalisations sont presque également terminées. Il ne reste que l'extension au cœur de la ville qui ne peut pas prendre plus d'1 an. Donc, lorsque vous mettez tout cela dedans, vous vous rendez compte en fait que nous avons été freinés environ 2 ans. 2 ans environ. Donc c'est pourquoi nous repartons maintenant sur 2024 dans l'espoir qu'au plus tard, décembre 2024 ou début 2025, on aura entièrement fini et commencer maintenant par voir quelles sont les zones qui n'ont pas été et puis aller ratisser pour couvrir entièrement en 1 ou 2 ans. Tout qu'on fait avant la fin du mandat. Vous avez trouvé la transition, c'est surtout par rapport au département des collines. Dans la commune de Savalou, les gens continuent encore de se plaindre. Aujourd'hui, la pluie elle se fait rare dans cette localité. Et puis les populations disent, mais attends, l'eau, on va encore continuer à supplier l'État pour avoir l'eau potable. C'est vrai, vous avez dit 2024, c'est déjà trop loin pour ces populations. Elles ne vont pas attendre. Elles veulent boire de l'eau potable, monsieur le ministre. C'est vrai, Savalou, c'est la première mesure d'urgence que nous avons eue à Savalou, pour environ 2 milliards de francs. Mais malheureusement, les forages n'ont pas tenu. Les forages n'ont pas tenu. Nous avons réalisé une 15aine de forages que nous avons reliés. Mais en 1 an, tout est parti. Les forages ne tiennent plus. C'est une zone de socle. Donc nous sommes tombés sur des réservoirs d'eau dont le renouvellement n'a pas été assuré avec les pluies successives qui sont suivies. Donc aujourd'hui, la décision a été prise de partir donc, du barrage de Lifo, qui est environ à 30 km du centre de Savalou, pour alimenter donc toute la commune de Savalou. C'est quoi la capacité de ce barrage déjà, monsieur? 12 millions de mètres cubes. 12 millions de mètres cubes. Bien sûr, c'est le plus gros barrage de notre pays en construction, gazoué dans le village de Lifo. Les travaux ont repris tout récemment, donc on avait eu quelques pépins, donc le barrage a cédé. Donc là maintenant, les travaux de correction sont en cours pour être achevés normalement en février, ensemble avec les autres travaux pour les 3 communes, que ce soit Glazoué, Savet et Dassazoumé. Donc c'est de ce barrage que nous allons maintenant prendre l'eau pour alimenter la commune de Savalou et alimenter tous les villages que nous avons traversés avant d'arriver à Savalou. Donc c'est la décision qui a été prise pour être sûr que ces eaux de surface, qui normalement en saison sèche, doivent avoir, en fait le barrage doit avoir une capacité de 12 millions de mètres cubes en saison sèche. En saison sèche. En saison sèche. 12 millions de mètres cubes. C'est important. Hein? Exactement, parce que bon, ça ne va pas servir seulement à l'eau potable, ça va servir également à cultiver tout autour donc, du barrage. Ben, c'est de là que nous allons partir pour alimenter Savalou. Parce que ce que nous avions fait, c'était pour permettre à Savalou de sortir de cette difficulté. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Donc, c'est ce qui est proposé. Est-ce qu'il y a une situation qu'on peut faire maintenant aujourd'hui pour permettre aux populations d'avoir de l'eau? Parce qu'elles ne peuvent pas attendre. Est-ce qu'il y a une solution immédiate? Les conduites, en fait, ne tiennent pas. Les quelques forages qui tiennent, donc la SONEB a été instruite avec le renfort donc, de SATOM et du bureau d'études d'Égypte, qui sont en permanence sur le terrain pour voir comment faire pour que les robinets ne soient pas entièrement secs. Donc ces travaux-là sont en permanence donc, tenus sur le terrain pour que les populations de Savalou ne soient pas... Parce qu'elles ont connu déjà l'eau. C'est ça qui est difficile. Quelqu'un qui a eu les yeux une fois, devenu aveugle, c'est difficile à gérer. Pour celles qui n'ont pas encore eu d'eau, ça peut se comprendre. Mais les populations qui ont déjà eu accès à ce liquide, aujourd'hui, qu'on leur retire, c'est pas facile. Donc nous avons conscience de ça. Donc ça veut dire que tous les jours presque, chaque semaine, on fait le point de ce qui a été fait durant la semaine. Et puis on projette donc pour les semaines à venir. Mais avec la saison pluvieuse qui a démarré, ça devrait pouvoir s'atténuer, pour que d'ici janvier, février, on puisse connecter donc Savalou au barrage de Lifo pour régler définitivement la question de Savalou. L'autre barrage, c'est aussi le barrage d'Aïdjoko. Bien sûr. À ce niveau, ce barrage doit alimenter toujours les 3 villes. Les 3 villes. Bien sûr. Alors, on a survolé le département, le plateau d'Abomey. Là bien aussi, sûr. Le problème se posait avec acuité. Est-ce que là, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les populations ne manquent plus d'eau potable, monsieur le ministre? Alors, on ne peut pas dire entièrement que la population ne manque plus d'eau, parce qu'il y a le milieu urbain, il y a le milieu rural. Pour le milieu urbain, c'est réglé presque à 90%, que ce soit Zakota, Abomey, Boyikon, Zanyanado, Agmaïzon, Zobodome et Djidja. Voilà, donc c'est 6 communes. Pour le milieu urbain, c'est réglé. On a eu 2 phases. La première phase de mobilisation et puis de conduite et de traitement de l'eau. Et la seconde phase qui a donc consisté à l'extension du réseau pour atteindre les populations qui sont installées en milieu urbain. Mais cela ne veut pas dire en fait que d'ici 2 ans,
que ça ne va pas, on ne va pas connaître encore des gens qui n'ont pas d'eau parce que l'urbanisation continue. Mais ça, ce serait donc du ressort de la SONEB. Le gouvernement aura fini ainsi en milieu urbain. La SONEB sera donc outillée et aura les ressources pour aller donc atteindre les populations là où elles sont installées, tout en contrôlant également l'urbanisation. Okay. Oui, il y a aussi des villes comme Parakou, hein, je l'annonçais tantôt, et Djougou qui vivent la même situation. Aujourd'hui, quel est le sort des habitants de Parakou, par exemple, où on sait que l'eau manque aussi cruellement? Non, il ne faut pas dire que l'eau manque cruellement. Ah oui, c'est ce que les gens vivent aussi. Oui, bien sûr. Vous connaissez mieux que quiconque, vous le dites. Bien sûr, je connais Parakou mieux que quiconque. Vous savez, c'est en 2020 que nous avons réceptionné les travaux d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou, financés par la BOAD et par le gouvernement et la SONEB. Nous avons donc réglé la question de la mobilisation de l'eau. Nous avons fait une extension d'environ 360 km. Mais ça n'a pas suffi. On a encore projeté pour 600 km. Malheureusement, l'entreprise avec laquelle nous avons contracté a été défaillante. Là également, la Direction nationale du contrôle vient de nous donner donc l'avis de résiliation. Nous avons résilié, donc dans quelques jours, on va procéder donc au recrutement d'une nouvelle entreprise qui va faire l'extension. Là-bas, c'est l'extension simplement en fait. Okay. C'est pour atteindre les zones qui n'ont pas été encore impactées. Sinon, l'eau est disponible. Dans tous les projets que nous avons réceptionnés aujourd'hui, c'est Parakou qui a la plus grosse quantité d'eau disponible aujourd'hui. C'est un système particulier. Vous savez que c'est à travers les eaux de surface. Ah ouais. Donc l'eau est là depuis 1959. C'est vrai, on entretient le barrage régulièrement. Aucun problème se pose. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est pouvoir faire cette extension d'environ entre 550 et 600 km pour pouvoir atteindre donc tous ceux qui sont périphériques. Parakou, c'est l'urbanisation pas très bien contrôlée en fait. Vous savez, les gens sont très isolés du centre-ville et parfois la SONEB va faire des canalisations pour 4 ou 5 ménages sur des centaines de mètres. Lorsqu'on regarde, en fait, ce n'est pas rentable. C'est pourquoi le gouvernement a pris ça. Pour dire le gouvernement fait le projet et le transmet maintenant à la SONEB pour la gestion. C'est pourquoi je parlais tantôt de la maîtrise de l'urbanisation aussi, pour faciliter donc l'accès des populations donc à l'eau et même à l'énergie. C'est le même problème. On est confronté au même problème parce que la viabilisation, c'est l'eau et l'énergie. Les routes viennent par la suite. On ira à Djougou et aussi on va aussi pourquoi pas Natitengo, Tangueta. C'est aussi des zones aussi les populations aussi par moment elles se plaignent. Bien sûr. À Djougou, c'est le même problème que Parakou. On a réceptionné en 2018, mais malheureusement, l'extension n'a pas suivi. Donc, le point est fait. Et je pense que dans peu de temps, on va avoir le rapport définitif ou également lancé pour impacter les populations. Parce que les villes n'ont pas les mêmes problèmes. Ouais. Les villes que nous avons citées jusqu'ici, en dehors de Cotonou, que ce soit Calavi, que ce soit le plateau d'Abomey, Parakou et puis Djougou, c'est des villes qui ont connu déjà la première phase en ce qui concerne donc la mobilisation de la ressource. Ça veut dire que la ressource est disponible aujourd'hui. Pour Djougou, tout ce qui reste, c'est de pouvoir atteindre les populations qui jusqu'ici n'ont pas eu accès à ça parce qu'elles ont vu les travaux réceptionnés en ville. Vous avez les robinets, quand on ouvre, c'est de l'eau, mais malheureusement, elles n'ont pas l'eau parce qu'elles sont un peu en périphérie. En périphérique, oui. Donc là, c'est beaucoup plus facile. C'est l'extension qui arrête. C'est l'extension. Mais lorsqu'on quitte là, on entre maintenant dans les zones les plus difficiles. Il dit c'est les autres. Dans notre appellation de la dénomination des projets, ce sont les autres. Les autres, ce sont les communes qui n'ont pas encore eu une première phase. Quelles sont ces communes, monsieur le ministre? Vous avez pris le cas de Natitengo. Natitengo, c'est un cas difficile parce que Natitengo est alimenté par 2 sources, les forages et une retenue d'eau, qui malheureusement, à chaque saison, fait le plein en boue. Donc l'eau est renvoyée par la boue, on fait le curage, mais la saison qui suit, donc ça fait qu'on a décidé de redimensionner et de déplacer même l'ouvrage pour pouvoir donc avoir cette eau en permanence. Parce que nous sommes en milieu de socle. Les forages ne peuvent pas traverser la saison sèche entièrement, ce n'est pas évident. On peut les exploiter en saison pluvieuse, mais en saison sèche, il n'y a pas possibilité. Ça ne tient pas. Donc, c'est la difficulté que nous avons en Natitengo. Ça fait partie donc, des projets pour lesquels les études sont presque terminées. On va lancer donc, les forages bientôt pour environ 91 forages, à savoir donc, pour les communes de Péanco, Tukuntuna, Wakeko, Pargo, Natitengo et les environs. 81 forages vont être réalisés pour renforcer. Sachant bien que Natitengo va être renforcé, les entités Tangueta vont être renforcées par des eaux de surface. Ça veut dire 2 possibilités. Dès que les forages ne vont pas tenir en même temps, on a recours donc, aux eaux de surface. Parce que la difficulté des eaux de surface, c'est quoi? Le traitement est lourd et coûteux. Et ça coûte, ça coûte trop cher. Mais pour les forages en milieu de socle, le traitement n'est pas lourd, mais aucune certitude que vous allez avoir l'eau en saison sèche. Parce que vous ne savez pas, est-ce que c'est une poche qui ne pourra pas être renouvelée?
Est-ce que c'est une poche qui peut être renouvelée avec les pluies? Vous ne pouvez pas savoir. Et donc, c'est avec les piézomètres, dès qu'on commence à consommer, qu'on se rend compte que ce forage ne peut pas tenir. Il lui faut peut-être 10 ans. Quand on vide la poche, il faut 10 ans pour se renouveler. Mais il y en a qui se renouvellent facilement, comme en milieu méridional ici. Ouais. Au sud, c'est très facile. Avec une saison, tout est rempli. Tout est rempli. Il y a de l'eau en permanence. Peut-être c'est la qualité qui commence pas à manquer, surtout à partir de la côte, en remontant vers Alada. Mais Alada, Tori, Zinvier, il n'y a aucun souci aujourd'hui, nous n'avons pas ce problème. Donc, voilà les problèmes auxquels on est confronté, que ce soit dans Natakura, que ce soit dans l'Albori, une partie du Borgou, avec l'autre projet dans Niki, parce que Niki, Bembereke, Banikora, c'est également un autre projet. On aurait appris qu'il y a des barrages aussi de l'autre côté, à Niki, Bembereke. Mais c'est moi qui me trompe. C'est deux options. Deux options, ok. Oui, la première option, c'est d'aller avec les eaux souterraines. Ok. Et la seconde option qui va suivre, après 1 an et 2 ans ou 2 ans d'exploitation, si les forages ne tiennent pas, on n'a pas d'autre solution que de recourir aux eaux de surface. D'accord. Parce que c'est plus cher, c'est vrai que c'est durable, mais c'est plus cher. Si on met autant de ressources pour traiter l'eau, ça veut dire forcément le coût va grimper. L'objectif du gouvernement, c'est de tout mettre en œuvre pour que l'eau soit accessible, même aux plus pauvres. Alors justement, vous parlez de pauvres, monsieur le ministre, on va quitter les villes, on ira maintenant au village. Là, nos parents, on a comme impression souvent qu'ils sont relégués au second rang. Et parfois, ils achètent cette eau plus chère qu'en ville, monsieur le ministre. Il faut reconnaître qu'en milieu rural, nos parents achètent l'eau parfois à 2000 francs le mètre cube. C'est trop cher. 2000 francs le mètre cube. Parce que la bassine de 25 litres, leur est vendue à 25 francs. Le bidon de 50 litres, leur est vendu à 100 francs. Lorsque vous achetez le bidon de 50 litres à 100 francs, donc pour arriver au mètre cube, ça vous fait 2000 francs le mètre cube. Alors qu'en milieu urbain, dans le même pays, nous avons un prix qui ne dépasse pas 500 francs. Ok. Qu'est-ce qui explique la situation? C'est normal parce qu'il n'y a pas d'eau. Et quel que soit le prix, pour vivre, il faut boire de l'eau. Il faut avoir de l'eau. Donc les gens sont prêts à le faire. Donc, ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est scinder donc, la question de l'eau potable en deux. Le milieu rural, aujourd'hui géré par l'Agence de l'eau, et vous avez suivi avec nous, tout le mécanisme de gestion des ouvrages qui sont en construction est presque déjà terminé. On va passer en conseil rapidement donc, pour permettre aux opérateurs de pouvoir démarrer. Les contrats sont déjà signés, le conseil des ministres va valider, et puis ça permettra donc aux opérateurs de démarrer leur mission sur le terrain avec un coût d'eau qui sera moindre que ce qui se passe aujourd'hui, et ce serait un prix unique en milieu rural. Le prix sera unique, que vous soyez à Tchoubi ou que vous soyez à Wakwedao dans la commune de Ouida, ce serait la même chose. Parce que le gouvernement s'est arrangé pour avoir une péréquation de ce prix-là entre les 6 zones en fait, qui ont été délimitées par l'Agence de l'eau en milieu rural pour permettre à ce que nos populations puissent avoir accès à l'eau potable à moindre coût. Les travaux sont en cours, beaucoup sont déjà achevés, réceptionnés. On a entendu parler d'affermage et là, les gens, la panique s'est emparée de beaucoup. Ils se disent, mais attention, on dit affermage, ça veut dire qu'on le confie à des privés qui, certainement, vont vendre encore ce produit, ce liquide plus cher. Non, en optant pour l'affermage avec de gros opérateurs, c'est pour pouvoir rendre le service de l'eau pérenne. La pérennité, il faut qu'il y ait la pérennité. Parce que ce que nous avons vécu jusqu'ici avec les fermiers, c'est quoi? Lorsque les ouvrages tombent en panne, il n'y a personne pour réparer. Il n'y a personne. Nous avons plus de 11 000 forages et sur les 11 000, plus de 8 000 sont en panne. Vous voulez dire que les communes ne gèrent pas bien l'eau dans leur localité, enfin de juridiction, c'est cela? En fait, c'est ce qui s'est passé avec les fermiers qui ont contracté avec les communes. Ouais. Donc le constat était là. Donc l'ouvrage tombe en panne, personne ne répare. Donc le gouvernement a dit OK. Parce que j'ai le devoir et j'ai l'obligation de donner de l'eau à mes compatriotes, il faut que je prenne le dossier. Donc, il y a eu des assises où des accords ont été signés avec les communes. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à recruter des opérateurs qui, en réalité, répondront de tout. À la fois la qualité de l'eau, le prix que le gouvernement a fixé, le prix est connu. C'est combien déjà? Non, on va vous le dire bientôt. D'accord. Est-ce que ce projet prend en compte toutes les communes? C'est sur l'ensemble du territoire national? Sauf les villages statut particulier que vous connaissez qui n'ont pas de zone rurale. Parakou, Porto-Nouveau et Cotonou. Et c'est quoi le calendrier de réalisation? Ils n'attendent que la validation par le Conseil des ministres. Une fois que c'est validé, donc, ils démarrent ainsi sur le terrain. Ils vont mettre en service les ouvrages qui sont déjà terminés. Parce qu'il y a des ouvrages qui sont terminés qui ne sont pas encore en service. Donc, il n'y a que pour pouvoir les mettre en service à un prix
contractuel qui va être donc dévoilé aux populations qui vont l'accueillir donc avec joie parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, ni 1000 francs, ni 1500, ni ce que vous connaissez aujourd'hui. La bassine sera donc à un coût très bas. Abordable. Très abordable pour n'importe qui, ce qui permettra donc de pouvoir donc sauvegarder les ouvrages, l'entretien, pour que le service soit continu. C'est pour ça qu'on a confié ça à des connaisseurs, à des opérateurs qui seront rémunérés à travers donc cette vente. L'État assiste également, parce que c'est un service social en fait. Donner de l'eau, c'est du social en fait. Ouais. L'argent que l'État engloutit dedans, c'est des centaines de milliards de francs. Pour l'eau potable seulement, on est à peu près à 1000 milliards de francs CFA pour les deux, que ce soit le milieu urbain et le milieu rural. Donc, plus de 1000 milliards investis pour ces deux zones, pour permettre donc à nos compatriotes d'avoir accès à l'eau potable. On se bat tous les jours que Dieu fait pour pouvoir donc arriver à cet objectif, atteindre cet objectif d'ici 2024. Beaucoup d'ouvrages sont déjà terminés, réceptionnés. D'autres sont en cours qui seront réceptionnés cette année. Et on lance également beaucoup d'ouvrages à travers donc, des contrats qui ont été signés avec des opérateurs. Et les mêmes opérateurs qui ont été recrutés déjà et dont on attend la validation de leurs contrats, ces opérateurs auront à charge l'entretien, la mise aux normes des ouvrages existants. Cela veut dire quoi en fait? Les AEV qui sont en panne, ils ont les ressources. Le gouvernement a déjà mis les ressources à la disposition de l'Agence nationale et l'Agence sera chargée de leur affecter ces ressources-là, compte tenu du nombre d'ouvrages dans leur zone, pour qu'ils puissent les mettre aux normes, faire les extensions qu'il faut pour atteindre les populations et tout ce qu'il faut pour que le liquide potable soit disponible en plein temps. Okay. Donc, c'est combiné avec les travaux neufs, les travaux de mise aux normes, donc des ouvrages existants qui étaient en panne. Parce que si on fait le point, je vous ai dit sur 11 000, environ 8 000 sont en panne. Les AEV, sur les 100 et quelques que nous avons, plus de 80 sont en panne. Donc, on va faire la mise aux normes de tout ça pour pouvoir atteindre toute la population. Et aussi les écoles à cantine, parce que nous donnons à manger aux enfants, il faut également leur apporter de l'eau potable pour leur permettre, une fois qu'ils vont finir de manger, qu'ils puissent avoir ce liquide également. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que votre département, c'est l'eau. On va aussi aborder l'autre pan de ce département, si vous permettez, monsieur Alassane. Oui. C'est bien sûr les mines. Et on a appris qu'on a trouvé de l'or à Yampa, à Banikwara, monsieur le ministre. C'est or, jusque-là, enfin, c'est dit, mais nous, on ne l'a pas encore vu. Est-ce que vous confirmez vraiment la présence de cette ressource minière, monsieur le ministre? Effectivement, pour rappel, vous savez que au cours primaire, on nous a appris que nous avons de l'or à Perma, ce qui est vrai. Et nous avons découvert également à Yampa, dans la commune de Banikwara, et dans la commune de Sinandé aussi, mais aussi à Djougou. À Djougou aussi? À Djougou aussi, bien sûr. Donc nous avons des indices. À Banikwara, on a déjà installé 2 opérateurs. Ah, déjà, ils n'ont pas exploité? Non, pas exploité, la recherche. La recherche, oui, okay. Lorsque vous avez des indices, vous vous lancez dans la recherche. D'accord. Pour confirmer, en fait, l'étendue et puis la teneur. C'est les deux. Okay. Pour voir est-ce que c'est suffisant pour lancer donc, la production, en fait l'exploitation. Donc 2 opérateurs ont déjà eu leur permis pour pouvoir donc démarrer l'exploration. Du côté de Natiengo à Perma, ce qu'on n'a jamais fait, c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons donc délimité des périmètres sur lesquels on a installé déjà environ 8 opérateurs. Il y en a qui sont presque à la fin parce que les résultats sont bons. La teneur est bonne, donc il ne reste que les formalités de laboratoire et l'administration. Maintenant, leur permet donc de démarrer l'exploitation, ce qui pourrait peut-être dans 1 an démarrer, que le Bénin commence à exploiter également l'or dont on nous a parlé depuis qu'on était au primaire. Est-ce que cela sera vraiment concrétisé, monsieur le ministre? Parce que chaque gouvernement vient nous parler de ces ressources-là, mais finalement, on se rend compte que ces mines ne sont pas exploitées. Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez assurer la population aujourd'hui que l'exploitation pourra démarrer avant la fin de ce mandat? Ça, c'est l'exploitation industrielle. Sinon, aujourd'hui, des orpailleurs, nous en avons plus de 5000 à Perma, plus de 5000 qui sont installés à Perma, qui exploitent. De façon artisanale? Artisanale, oui, mais c'est des kilos, c'est des tonnes d'or par an. Est-ce qu'on ne va pas revoir un peu la stratégie aussi à ce niveau? Bien sûr. En installant des industriels, voilà. C'est pouvoir donc canaliser donc l'exploitation artisanale de l'or. On les a recensés. Nous allons bientôt les enrôler avec le RAVIP. On aura l'identité de chaque orpailleur pour pouvoir maîtriser. Parce qu'également, c'est une zone difficile aujourd'hui. Ouais, c'est comme un no man's land où tout le monde n'y va pas là-bas. Exactement. Donc,
Une fois cela fait, donc avec les forces de défense et de sécurité, nous allons sécuriser la zone. Et vous ne pourrez plus avoir accès si vous n'avez pas votre carte. Okay. C'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui et savoir donc qui sont ceux qui sont sur ces périmètres. Il va y avoir les industriels, mais il va y avoir les orpailleurs. Donc les deux vont cohabiter sans se gêner. En fait, ils vont se compléter parce que parmi les orpailleurs, il y en a qui seront recrutés donc par les industriels et ils vont quitter donc l'orpaillage traditionnel que nous connaissons. Donc ça va être forcément, on va y aller, on n'a pas de choix parce que ça fait partie donc des piliers du PAG, la valorisation de nos ressources minérales et minières. On va y aller, on n'a pas de choix. Et c'est ce qui nous a conduit également à commencer la valorisation aujourd'hui de nos pierres. Dans beaucoup aujourd'hui de concessions, c'est les pierres ornementales que vous allez voir à la place du carreau. Comme on a vu ça au palais de la présidence, on a aussi vu la clôture de Sofitel en construction. Exactement. Ça veut dire que tout ça là, c'est ici au Bénin qu'on a trouvé ça. Exactement. C'est au Bénin, c'est à Natitengo, simplement à Natitengo d'abord. Waouh. Ça s'appelle le quasite, avec plusieurs couleurs. Donc c'est à Natitengo que nous avons ça. Et nous avons, l'exploitation a commencé avec des artisans. Tout ce que vous voyez là, ce sont des artisans qui ont fait ça. Certes, on a amené à la machine pour tailler, pour avoir des formes régulières. Et il y a des industriels qui vont être installés, on en a 5. Le gouvernement a conduit une unité, mais 4 autres se sont annoncés pour à la fois le granit, le quartzite déjà exploité et aussi le marbre. Parce que nous avons du marbre à Idaïa, on en a à Sia, on en a à Bagonoé, on en a presque partout dans le centre du Bénin, les collines et le nord du Zou. Nous avons du marbre suffisamment que nous allons exploiter donc avec ces opérateurs qui ont commencé par s'installer aussi dans la zone spéciale de Goulé-Djibé. Donc ils ont déjà délimité la zone d'exploitation. Nous travaillons aujourd'hui avec le ministère de l'Énergie par rapport à la question de l'énergie parce que ça demande suffisamment d'énergie. Nous travaillons pour pouvoir mettre à leur disposition l'énergie qu'il faut. Et les sites, ils les ont déjà visités, l'étude des caractéristiques de ces pierres-là est presque également déjà terminée. Donc ils vont commencer, les marchés sont connus, hein, ce n'est pas seulement pour la consommation locale, mais également c'est pour exporter. Est-ce que vous avez pu avoir une idée de la quantité de ces différentes ressources-là? Oui, nous avons une idée clairement définie avec un partenaire. Nous connaissons en fait les quantités, bien sûr. Alors, il y a aussi d'autres ressources. On parle par exemple de lithium qu'on a trouvé à Segbana et puis à Kétou. C'est aussi quand même une ressource très importante, monsieur le ministre. Lithium, parce qu'on le recherche un peu partout dans le monde. Alors pour le lithium, nous allons à pas de caméléon, parce que c'est une ressource très rare et stratégique à la fois. Ouais. Donc nous voulons nous rassurer de tout le potentiel de ce qu'il y a à Segbana et de ce qu'il y a à Kétou. On n'a pas encore estimé? Non, on est dans les travaux de laboratoire. D'accord. Parce qu'à chaque fois, nous avançons, nous faisons le prélèvement, on va au laboratoire pour avoir la teneur. Et c'est ce que nous allons faire jusqu'à avoir à peu près le périmètre global. Et ce n'est qu'après ça que nous allons commencer par discuter véritablement avec les partenaires qui sont annoncés. Nous avons des partenaires, nous avons des Européens et également des Américains qui sont à nous tous sur ça. Parce que vous savez, pour les Américains et pour les Européens, ça fait partie donc des ressources stratégiques. Ouais. Nous aussi, nous avons notre petite idée là-dessus par rapport à l'exploitation. Ce n'est pas d'exploiter de façon brute la matière, non. On va avoir de la valeur, on va avoir toute une chaîne de valeur ici au Bénin. C'est notre décision, c'est d'avoir toute la chaîne de valeur ici au Bénin. Ça veut dire que c'est pour aller fabriquer une batterie, la batterie sera fabriquée au Bénin. Ici au Bénin, là, ça permet d'avoir toute l'importance de la devise ici. Exactement. Et ce que nous comptons faire, pas seulement la devise, mais également la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, justement. Et également la technique. Ouais. La technologie va nous être transférée. Donc forcément, on aura donc de quoi réellement tirer le bénéfice qu'il faut de cette ressource-là. On est pressé, nous, de savoir que notre pays déjà exploite cette ressource rare, que les gens en ont besoin un peu partout dans le monde. Ça va démarrer quand, monsieur le ministre? Monsieur Choki, il y a 5 ans, personne ne savait qu'on avait du lithium. Justement. Nos recherches nous ont permis, bien sûr, nos recherches nous ont permis de savoir qu'il y en a à Segbana. Ouais. Nos recherches nous ont permis tout récemment de savoir qu'il y en a à Kétou. Donc, je vous ai dit, nous allons de façon méthodique. Et on va continuer par aller de façon méthodique, on ne va pas se presser. Les partenaires qui veulent en fait exploiter sont déjà là, sont à nos portes. Ils sont déjà là? Oui, bien sûr, ils ont frappé à nos portes, on a eu des visioconférences. Il y en a qui sont venus, la documentation est disponible, mais c'est nous qui ne sommes pas encore prêts. Parce que nous voulons avoir une estimation de ces ressources-là, pour savoir en fait qu'est-ce que nous faisons, avec qui nous allons évoluer à Kétou et avec qui nous allons évoluer à Segbana. Parce que pour nous, c'est important. Le lithium, on ne rentre pas dedans en désordre. Ouais, donc c'est pourquoi nous voulons aller à notre rythme. Okay. Et qu'on le veuille ou pas, le travail que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour nous. Nous travaillons aussi pour les générations à venir. C'est de tout faire pour qu'une fois, même si ce n'est pas en notre temps, même si c'est dans 10 ans,
que ceux qui vont exploiter sachent qu'il y a un travail méthodique qui a été fait. On a pris toutes les précautions qu'il faut pour que le Bénin puisse tirer le plus gros bénéfice de cette ressource. Monsieur le ministre, il y a tellement de puits où l'eau potable coule à flot, mais on ne l'utilise pas. Je peux citer par exemple à Reti, je peux aussi citer dans d'autres localités, je crois dans le département du Mono, mais de Koufo. Il y en a partout sur le territoire national, partout. Mais on a comme l'impression qu'on laisse cette eau couler et qu'on n'en fait rien, monsieur le ministre. Alors qu'on en manque de l'eau, on en manque dans nos localités. Ça dit qu'on attend toujours pour exploiter ces ressources minérales aussi, monsieur le ministre? Non. En fait, ce sont ça qu'on appelle les puits artésiens. Exactement. C'est les puits artésiens. Nous-mêmes, on travaille dans ce sens parce que ça va servir à cultiver. C'est le premier objectif des puits artésiens, en fait. Ce n'est pas seulement pour l'eau potable, parce qu'on n'a même pas besoin d'une grosse pompe. L'eau en elle-même sort. Vous n'avez même pas besoin de pompe pour aller la chercher. Dès que vous atteignez le niveau, c'est fini. Elle commence à sortir. On en connaît à Tissota. Dans la zone, il y en a plus de 4. Vous allez à Massi, il y en a. Vous allez dans le Mono Koufo, il y en a. Dans le Borgou, dans la Takora, il y en a presque partout. Mais dans la zone méridionale, surtout dans l'Ouémé et le Mono Koufo, c'est là où nous en avons suffisamment. Nous travaillons nous-mêmes pour en créer, pour permettre donc au ministère de l'Agriculture d'avoir de l'eau pour que les gens puissent cultiver en plein temps. Ça veut dire que ça soit en saison pluvieuse, en saison sèche. Pour nous, c'est l'objectif premier. Okay. Parce que pour l'alimentation en eau potable, ce n'est pas avec les puits artésiens, non. C'est avec les puits ordinaires. Parce que si vous mettez avec les puits artésiens, les canalisations vont exploser. Donc c'est avec les puits ordinaires qu'on va à l'alimentation en eau potable. Et Tissota, c'est un cas particulier parce que c'est de l'eau thermale, en fait, à 42 degrés. C'est bien chaud, hein? Bien sûr, c'est bien chaud à 42 degrés. Et puis depuis 1960, ça n'a pas changé. Depuis 1960, ça n'a pas changé. J'y étais moi-même tout récemment. On a écrit à certains partenaires par rapport à l'exploitation. Nous avons également sensibilisé les populations dans ce sens. Ils sont réticents, les partenaires? Non, parce qu'il y en a qui ont voulu s'installer. Ils ont même déjà installé un certain nombre d'ouvrages, mais les soucis entre les populations du village, surtout à Haïti même, et le village où on peut installer en fait les ouvrages de traitement et de conditionnement, le courant ne passe pas. Mais c'est l'État qui décide, hein? Oui, bien sûr. Voilà. Donc j'y étais avec Madame le préfet de l'Ouémé, à qui j'ai confié la tâche, et puis elle a pu réunir les populations. Donc les deux communautés ont pu parler d'une même langue et sont d'accord maintenant à ce qu'un opérateur vienne s'installer pour exploiter cette eau. Donc on a reçu donc leur OK il y a pas encore 2 semaines. On va se lancer. Donc aussitôt nous on a saisi des partenaires pour leur dire voilà en fait celui qui s'était déjà installé, qui avait les bâtiments étaient déjà prêts, on va le rappeler encore de nouveau et lui donner toutes les garanties qu'il faut, que l'État se mettra devant pour l'accompagner, pour permettre donc à ce que cette ressource puisse être exploitée, tout en retournant ce qu'il faut comme bénéfice donc aux populations de la source. Parce que c'est toute la crainte en fait. Est-ce que si l'eau est prélevée à Tissota et traitée dans un autre village, est-ce que nous on va avoir les retombées? C'est toute la préoccupation. On leur a dit non, c'est nous qui faisons le dispatching en fait. On va avec l'opérateur arrêter les conditions d'exploitation. Ils vont être clairement définis dans son cahier de charge pour savoir en fait que Tissota est le premier bénéficiaire. Les autres ont déjà l'ouvrage, ils vont certainement avoir quelques mains d'œuvre du village qui vont accompagner l'opérateur. Et puis aussi, qu'on le veuille ou pas, il va y avoir des retombées. Mais principalement pour Tissota. Cette eau ne va pas servir seulement à être conditionnée, vendue, mais également elle sert à l'agriculture. Lorsque vous y allez, vous vous rendez compte en fait qu'elle sert. Parce qu'en plein temps, les gens cultivent donc sur environ 100 hectares en plein temps. Dans la vallée de l'Ouémé. Exactement, dans la vallée de l'Ouémé. C'est ce que nous voulons faire également partout. Nous avons donc de ces types de forages qu'on appelle les forages artésiens. C'est ce que nous voulons faire en fait. Permettre donc au ministère de l'Agriculture d'accompagner les populations pour qu'elles puissent produire donc pas seulement en saison pluvieuse, mais également en saison sèche. C'est pas partout qu'on a ça. On va aussi parler maintenant du pétrole, monsieur le ministre. Vous savez, autour de nous, on a du pétrole. Au Niger, on a le pétrole. Au Nigeria, n'en parlons pas. Au Togo, au Burkina Faso, mais chez nous, apparemment, on en fait tout un mythe. C'est vrai qu'entre-temps, on a exploité un peu à ses mains. Mais est-ce qu'on a encore le pétrole, monsieur le ministre, dans notre pays, le Bénin? C'est choqué, nous avons le pétrole. Ah oui? Bien sûr. Cette question m'a été posée 1000 fois. Je réponds toujours que nous avons du pétrole. Vous savez, les expériences des pays qui nous entourent nous obligent à gérer autrement. Et même notre propre expérience par rapport au passé. Vous savez les conditions dans lesquelles l'exploitation a été arrêtée en 1998, parce que le pétrole est exploité, mais on n'a pas trace des ressources dans le budget national ou au trésor, nulle part. Donc, on ne veut pas assister à la même chose.
Certes, les Béninois sont pressés de savoir quand est-ce que ça commence, mais nous prenons notre temps. Parce qu'on se dit, on en a besoin. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se jeter dans les bras du premier venu, non. Nous cherchons des opérateurs capables réellement de nous accompagner pour que le Bénin tire le maximum de retombées. Que ce soit les emplois, que ce soit la technologie et que ce soit la manne financière même que l'on reconnaît au pétrole. Certes, nous avons déjà quelques-uns. Nous sommes en train d'analyser. Il y a des experts qui vont nous accompagner parce que les blocs, nous en avons un certain nombre. On peut avoir l'estimation partout au Bénin. L'estimation de ces blocs, ce n'est pas partout. Pour l'instant, on a deux bassins. Le bassin sédimentaire côtier, là où nous sommes, y compris donc en mer, en terre ferme et en mer, et puis le bassin de Kandi, qui n'a pas encore été exploré jusqu'ici, mais que nous allons explorer bientôt. Parce que le bassin de Kandi est la continuité du bassin du Niger, où il y a suffisamment de pétrole. Nous allons également explorer. Mais nous sommes dans le bassin sédimentaire côtier, où les blocs ont clairement été déjà délimités, que ce soit en terre ferme ou dans nos eaux. Nous avons donc en tout pour tout 9 blocs en offshore, ça veut dire en mer, et 2 blocs sur terre ferme qui vont jusqu'à la hauteur de Alada. Donc de la frontière du Nigeria jusqu'à la hauteur de la lagune, et de la lagune jusqu'à la frontière du Togo, et jusqu'à la hauteur donc de la dépression de la Lama. Ça va jusqu'à ce niveau. Donc ce sont les 2 bassins onshore, ça veut dire sur terre ferme. Donc beaucoup d'opérateurs sont déjà intéressés. Les manifestations d'intérêt ont été donc enregistrées. On leur a dit également quelles sont les attentes du Bénin. Donc nous allons analyser ces attentes. Est-ce qu'ils sont en mesure de répondre à nos attentes? C'est là en fait le nœud de toute la question pétrolière. Nous avons le produit, nous avons la ressource. Vous voulez exploiter. Et ce ne sont pas des enfants de cœur, ce ne sont pas des philanthropes. C'est de l'argent qu'ils vont investir, c'est de beaucoup d'argent. Maintenant, au même moment, il faut que nous puissions avoir les garanties nécessaires que l'exploitation qui va être faite va être bénéfique pour le Bénin. Qu'est-ce que nous gagnons? Vous vous lancez en fait dans des projections. C'est des projections en fait. Si vous faites voilà, c'est la part que j'ai. Chaque fois que vous avez un franc, dans le franc de ce qu'il y a comme commercialisation, ce qui me revient, les conditions d'exploitation. En fait, tout ça, c'est ça que nous allons définir avec les partenaires parce que nous n'avons pas les compétences nous-mêmes. Nous avons des 4 mains à ce niveau. Il faut aller beaucoup plus haut. Parce que tous les anciens sont déjà partis, il n'y a que la jeunesse, il n'y a que les jeunes qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas eu la chance d'assister donc à ce qui s'était passé avant qu'ils ne rentrent dans la fonction publique. Donc nous avons donc sollicité des experts qui vont nous accompagner, on va analyser. Peut-être que d'ici 1 ou 2 mois, vous allez avoir des nouvelles sur l'attribution éventuelle d'un bloc ou 2 pour pouvoir démarrer et le reste va suivre avec le temps. Alors, c'est vrai qu'on parle de pétrole, il y a aussi le projet Pipeline, lancé à grand renfort médiatique, où on a dit qu'on va recruter près de 3000 personnes qui vont travailler, bien sûr, c'est bien cela, Monsieur le Ministre. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ça? Si vous permettez, on va à la régie, on va suivre cet élément. Vous étiez sur le terrain pour voir un peu le démarrage des travaux. Voici le reportage signé Kouroussa Abdoulaye. Des travaux à feu ouvert qui donnent corps à ce chantier pharaonique du pipeline Export Niger-Bénin. Les techniciens de West Africa Oil Pipeline Company à la tâche sur l'itinéraire de cette infrastructure à l'étape de Gorgounou. Sous le regard du ministre des Mines, Samou Seydou Adambi, les premières étincelles de soudure des tuyaux illuminent Gorgounou et rassurent les Béninois qui nourrissent le rêve de voir aboutir ce projet à fort impact économique. Les grands moyens sont déployés sur ce site de Gorgounou, qui abritera à terme une station de pompage sur les 3 qui seront construites sur le territoire béninois. Aujourd'hui, ce que vous avez témoigné, en fait, c'est la soudure de pipe. C'est la construction de pipe. On va démarrer en fait en parallèle la construction des stations de pompage. Il y en a 3, comme je vous ai présenté. Tout près de ici, c'est le numéro 7. C'est la station de pompage numéro 7. Il y a le numéro 8 qui n'est pas loin de Parakou. Il y a le numéro 9, on l'appelle aussi la station terminale, ACME. Donc, les travaux de construction de stations de pompage et les travaux de construction pour le pipeline seront démarrés et avancés en parallèle.
Il est prévu donc que pour l'année 2022, tout la Liborie soit entièrement terminé et continuer dans le Borgou. Les autres contrées également sont concernées parce que c'est plusieurs équipes en fait. L'équipe que nous avons pu voir aujourd'hui va se démultiplier également en plusieurs équipes pour permettre à ce que dans l'intervalle de 2 ans, que les travaux puissent réellement être achevés. Mais le pari est pris pour que 2022, cette année, par la grâce de Dieu, que les travaux de la Liborie soient entièrement terminés. Le Borgou, les collines, le plateau, l'Ouémé vont prendre le pas pour que nous puissions rester dans le calendrier qui a été établi pour la finition des travaux de ce projet, pour qu'en janvier 2024, réellement, les premières gouttes puissent passer dans ce pipe. Le compte à rebours est lancé et sans répit, les travaux de soudure des tuyaux s'effectuent avec ces techniciens de WAPCO Bénin, rompus à la tâche. Monsieur le ministre, on était le 20 mai 2021, si j'ai bonne mémoire, que les travaux ont été lancés. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Alors effectivement, les travaux ont été lancés en mai 2021, nous sommes en 2022. Aujourd'hui, environ 42 km de soudure ont déjà été réalisés. Donc dans la Liborie, comme l'élément témoin a pu le dire, parce que c'est dans la Liborie que nous avons pu opérer très facilement la question donc, de l'indemnisation des populations affectées. Donc on va commencer par Gorgounou, on est en train d'aller vers Malanville, où la traversée du fleuve a pu démarrer tout récemment avec l'appui de la douane, de la police républicaine et même de l'armée pour donc, protéger donc, les travailleurs ainsi que les expatriés chinois qui travaillent sur le chantier. Donc aujourd'hui, comme on l'a souhaité, d'ici la fin de l'année, la Liborie sera entièrement terminée, mais on ne va pas attendre la fin des travaux de la Liborie pour démarrer dans les autres contrées. Parallèlement, la station de traitement de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou, a démarré ici également. Quand vous allez à la plage, vous vous rendrez compte donc, que le quai d'amarrage est en cours de construction. En fait, c'est un petit port en fait, qui est en cours de privé, rien que pour le transport donc, de ça. Également, dans les eaux, environ à 15 km de la plage, également, il y a un ouvrage qui va... C'est là en fait, que les navires, les tankers vont en fait, stationner pour pouvoir donc, charger et partir. Donc tous ces travaux sont en cours en mer et également au niveau de la station terminale, qui est la plus grosse station de l'infrastructure sur l'ensemble des 2 pays. C'est à ses mains et c'est en construction. Et donc, parallèlement à ça également, les fleuves qui doivent être traversés. Et les travaux sont en cours parce que c'est les zones les plus difficiles, parce qu'on ne peut pas laisser la canalisation à fleur de l'eau. Donc il faut passer sous le fleuve. Donc ce sont des ouvrages directionnels, ça s'appelle donc les ouvrages directionnels. On traverse, on va au-delà donc du lit du fleuve et maintenant on ressort encore pour repartir. Ça va être ainsi pour également nos infrastructures routières. On ne va pas casser. On va aller beaucoup plus en profondeur et traverser la voie. Ça ne va pas fragiliser nos infrastructures routières? Pas du tout. Pas du tout. Donc les études ont été réalisées avec l'appui du ministère des Infrastructures pour que ça se passe ainsi. C'est comme ça que ça se fait en fait. Que ce soit pour les fleuves ou pour les routes ou bien les rails, c'est ce qui se fait. Pour que même dans le temps, qu'on n'ait pas à reprendre donc, en cas de casse, que ça n'affecte pas la route. La route continue et puis les rails aussi, l'ouvrage, on peut passer sous la route. Comme les métros sont dans le sous-sol. Mais personne ne le sait, vous ne savez pas que vous êtes là dans une maison, mais le métro passe sous vous. C'est exactement la même chose. Ça va se passer ainsi pour pouvoir sécuriser l'ouvrage en lui-même, parce qu'il est fait pour environ 30-40 ans. Si nous découvrons du pétrole aujourd'hui à Kandi, c'est à travers cet ouvrage que nous allons le transporter. Et si le Burkina demain découvrait, donc rapidement, il va se connecter aussi pour transporter, pour passer donc toujours par notre port. Donc cet ouvrage n'est pas seulement là pour servir le champ d'Agadem, qui est aujourd'hui le champ principal. D'autres champs viennent d'être découverts. Les travaux de développement sont terminés. Peut-être dans 2-3 ans également vont demander à être connectés. Donc au fur et à mesure que le Niger sera en train de découvrir son pétrole, forcément, l'ouvrage sera sollicité. Et c'est un plus pour le Bénin. À l'heure, là, je disais que c'est 42 km et nous avons environ 1000 personnes qui ont été déjà recrutées. Des cadres comme des ouvriers spécialisés qui travaillent là-dessus pour donc, ce que nous avions prévu, les 3000. Donc le temps que les autres également le démarrent, les recrutements vont continuer. N'oubliez pas qu'il y a une plateforme qui a été donc, dédiée à ça. Les gens se sont inscrits. Donc c'est dedans qu'on puisse toujours, par rapport au profil, on va dedans, vous avez votre numéro de téléphone, vous avez un numéro qui a été généré lorsque vous êtes inscrit, donc on vous appelle pour que vous puissiez donc commencer votre travail. D'accord. Alors Monsieur le ministre, on est déjà
déjà presque à la fin de cet entretien. Vous avez certainement des choses à dire à nos populations pour les rassurer davantage. Certes, on a dit 2024, tout le monde aura de l'eau potable, les ressources minières. Vous avez dit qu'on l'exploite avec parcimonie, que c'est sûr que le bénéfice, c'est pour les Béninois. Alors, mon mot de fin, ça va être pour l'eau, parce que c'est le ministère de l'eau. Donc, on commence par l'eau. Donc, forcément, ce que j'ai à dire, c'est rassurer nos compatriotes que le gouvernement met les bouchées doubles pour pouvoir vous faciliter la vie. Vous faciliter la vie, c'est vous apporter donc l'eau où que vous soyez. Et en 2024, en décembre 2024, les derniers qui n'auront pas l'eau sauront que les travaux seront terminés dans quelques jours ou au plus dans 2 mois. Okay. Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer en 2025 et que dans une contrée ou bien dans un pan d'une contrée qu'on dise qu'on n'a rien vu. Ce n'est pas possible. Tout est programmé de telle manière qu'à la fin de 2024, normalement, on devait pouvoir satisfaire tous nos compatriotes. Les quelques rares qui vont exister, ça va être des hameaux difficiles d'accès et on va aller les chercher. On va aller les chercher. Où que vous soyez, on ira vous chercher pour vous apporter de l'eau. Parce que c'est la priorité des priorités du gouvernement. Ça veut dire de tous les programmes que nous avons, celui-là, on doit le faire à 100%. Voilà donc le message que j'ai. Aux populations de Cotonou, je vous dis que c'est une question de jours. Nous allons atténuer la souffrance des populations de la Papa, PK10. Pour le reste, nous allons ensemble avec vous suivre les travaux, au jour le jour, pour que dans 2 ans maximum, que la question de l'eau potable dans Cotonou soit définitivement réglée. Je dis bien définitivement réglée. Okay. Et pas pour 2025 ni 2030, c'est un horizon 2050 okay. que nous envisageons. Et donc jusqu'à 2050, on ne devrait rien faire sur ces réseaux en dehors des entretiens courants. Merci infiniment à vous, M. Joki. Merci beaucoup à vous, M. le ministre de l'eau et des Mines. Merci beaucoup. En 2024, il y aura de l'eau pour tous les Béninois. Une promesse du gouvernement, bien sûr. Notre pays, le Bénin, aussi est bourré de ressources minières, des ressources qu'on utilise avec parcimonie, avec tact, pour permettre que le bénéfice puisse revenir aux Béninois. Vous avez compris, on est déjà à la fin de cet entretien. Merci beaucoup à toi, Alassane Sani Bion. Merci pour cet accompagnement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Ce sera tout pour cet entretien. Bonsoir chez vous et à la prochaine.